Président Badakan, une question nous intéresse ce matin. Nous parlons justement de ces projets de sécession sur le continent africain qui se cachent derrière. Et pourquoi? Parce que on parle de l'Azawad, de la Casamance, de Cabinda, du prétendu Togo occidental, de l'Ambazonie au Cameroun, un peu partout sur le continent. Et même au Nigeria, il y a toujours des projets de sécession. Qui se cachent derrière et pourquoi? Gauze, comme vous savez, mon cher ami, nous sommes très pédagogues quand nous faisons nos émissions. Oui. J'aime toujours partir de leur définition. Oui. Tu dis bien leur définition. Allez, voilà. Parce que c'est important de comprendre les contenus qu'ils donnent à des concepts. Parce que la bataille se joue d'abord là, avant de devenir une bataille physique, etc. Donc, ils définissent la sécession. Ils définissent comme étant l'action par laquelle une partie de la population d'un État se sépare de l'ensemble de la collectivité en vue de former un État distinct ou de se réunir à un autre. C'est ce qu'ils disent. Ils disent encore ceci. Acte politique consistant pour la population d'un territoire ou de plusieurs territoires déterminés à se séparer officiellement et volontairement du reste de l'État ou de la fédération à laquelle elle appartenait jusqu'alors. Ils ont déversé un ensemble de synonymes, n'est-ce pas? Donc, ils assimilent la séparation sur le plan d'une logique synonymique, n'est-ce pas, à la séparation, à un schisme, à une scission, à une division. Donc voilà comment ils définissent ça. Exact. Comme d'habitude, ce sont des définitions aériennes, déconnectées de toute réalité concrète particulière, et c'est fait exprès. La technique consiste à isoler, n'est-ce pas, les concepts de réalité particulière et de le vider dans le cadre d'une définition qui fait semblant d'être générale. Et du coup, donc, quand une définition est générale, on estime que sur le plan philosophique, même sur le plan de l'effort sémantique, même sur le plan de la logique, une définition générale est très respectable parce qu'elle a fait l'effort d'englober la réalité dans l'étendue du concept le plus élevé. Donc, du coup, le concept a une envergure d'universalité. C'est ça la technique. C'est-à-dire, du coup, on dit non, vraiment, on a essayé de voir tous les démembrements particuliers du concept. On a essayé de voir tous les aspects particuliers. Mais si on veut, quand on élève l'objet concret au niveau du concept, on est obligé de recourir à une généralisation conceptuelle qui permet de donner l'idée la plus large possible du concept en tant que représentation de l'objet. Donc, ça trompe les naïfs. Qu'on se comprenne bien, nous ne sommes pas le principe de la généralisation conceptuelle est un principe philosophique très, très respectable. C'est-à-dire, c'est une base pour dégager des théories fortes. Mais il y a un risque. Le risque, c'est que on enferme les gens dans des bulles. Oui. Dans des bulles. Et à partir de là, toute la fémanie intellectuelle devient extrêmement facile. Redescendons sur terre. Alors, on dit la sécession, comme je viens de la définir. Oui. Alors, c'est-à-dire par là, c'est comme si toute sécession, c'est-à-dire que une partie d'un territoire se lève un matin et dit que bon, moi je veux faire sécession. Et à partir du moment où cette partie du territoire décide de faire sécession, ça marche. L'idée en soi est noble. Ça se justifie par elle-même. La sécession se justifie par la sécession. Donc, on déconnecte, on sépare le projet des sécessionnistes de l'environnement, du contexte national qui l'encadre, et même du contexte international. On déconnecte cette idée-là de l'action des forces sociales, des forces économiques, des forces géopolitiques, qui certainement ne s'intéressent pas. N'est-ce pas? Et c'est encore plus grave dans un monde supposé globalisé. Autrement dit, une entreprise sécessionniste dans un pays comme le Cameroun n'intéresse pas l'ONU.
n'intéresse pas les multinationales, n'intéresse pas les puissances économiques mondiales, n'intéresse pas la France, n'intéresse pas les États-Unis, n'intéresse pas l'Union européenne, qui ne se sont jamais ingérés dans nos États. Vraiment, ils nous respectent tellement qu'ils ne s'ingèrent pas dans nos États. On dit la sécession. On dit les sécessionnistes camerounais sont dans une dynamique de sécession. Ils veulent s'autodéterminer. Voilà, un point, un trait. On ne voit pas toutes les interactions au niveau global qui sont en œuvre pour encadrer et justifier ce mouvement de sécession. Et à partir de là, à partir du moment où il y a des interactions, mon cher Jocelyn Gosse, ça veut dire qu'il y a des intérêts géopolitiques, il y a des intérêts géoéconomiques, il y a les intérêts culturels, j'allais dire géoculturels, il y a les intérêts géospirituels, etc., etc. Il y a un ensemble d'intérêts qui sont en mouvement, qui sont en confrontation, n'est-ce pas, et qui doivent être pris en charge par une véritable rationalité théorique du concept de sécession. Alors, quand nous avons posé ça, le débat devient clair. On ne dit pas la sécession, c'est vrai. La sécession, c'est une définition. C'est comme le mot terrorisme. Vous voyez très bien que, je partirai de ce cas concret du terrorisme pour que les gens comprennent ce que nous voulons dire. On vous dit, nous sommes contre le terrorisme. Vous comprenez? Nous sommes contre le terrorisme, mais on ne lutte pas contre un concept, Jocelyn Gosse. Le concept de terrorisme. Mais les gens peuvent se réunir dans une salle, bavarder pendant 10 ans sur la question. Il ne dérange personne. Il ne dérange personne. Le terrorisme ne menace personne. Mais il y a des groupes terroristes. Il y a les dynamiques terroristes concrètes dont on peut, mon cher Jocelyn Gosse, on peut dégager les origines, n'est-ce pas? Les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas? Ceux qui en sont les organisateurs, les intérêts qui sont en mouvement, l'impact, n'est-ce pas, de cette action terroriste sur les États, dans les dynamiques internationales, etc. Et à partir de ce moment-là, c'est traçable. On peut remonter, n'est-ce pas, à l'origine d'un groupe terroriste, voir qui l'a créé, qui l'anime, et pourquoi il existe. Alors, et à partir de là, on va lutter concrètement contre ces groupes-là. Parce qu'on peut les identifier, voir leurs motivations, et les situer dans le champ géopolitique, dans le champ national, etc. Vous voyez? Donc, idéaliser des concepts, ou bien idéaliser des situations est nécessaire pour le raisonnement. Mais c'est aussi dangereux, surtout au niveau de la géopolitique, au niveau des relations internationales, parce que en idéalisant les concepts, on fausse les réalités, on ment, on déforme et on truque l'imaginaire des populations qui sont en situation. Prenons le cas d'un pays comme le Cameroun. Les sécessionnistes ont un récit qui fait des victimes de francophones méchants, qui depuis qu'ils sont nés, francophones camerounais, depuis qu'ils sont nés, n'ont un seul objectif, exterminer les anglophones. C'est un récit de victimisation qui est pris en charge, évidemment, au niveau international, dans le cadre d'un projet qui est clair. Quand les sécessionnistes commencent leur assaut au Cameroun, mon cher Jocelyn Gosse, ils commencent d'abord par amputer le Cameroun, à opérer une chirurgie historique qui va déformer le Cameroun. C'est-à-dire qu'on dit que non, le Cameroun, c'est un Cameroun anglophone et un Cameroun francophone. Est-ce que vous mesurez le degré de violence qu'il y a dans ce genre de construction? On fait comme si le Cameroun était né avec l'avènement de la France et de l'Angleterre. Moi, je pense que c'est archi faux. Tous les historiens savent que c'est archi faux. Deuxièmement, nous ne sommes pas des francophones, nous ne sommes pas des anglophones. Alors, si sur le plan linguistique, ça a un sens dans l'idée que nous utilisons, ces deux langues sont utilisées dans le cadre officiel. Mais ça fait rire. Ça fait rire. Le fait de parler ces langues-là font de nous des anglophones et des francophones. D'ailleurs, que ce soit du côté francophone ou du côté anglophone, la colonisation anglaise n'a jamais considéré les populations des régions sous colonisation britannique comme étant des Britanniques. Ils les appelaient des indigènes, natifs. Natifs, ça n'a jamais changé.
Elle dit que les Britanniques les méprisaient, les considéraient comme étant des sous-hommes. Donc les Britanniques estimaient que même si ces gens-là parlent anglais, ils ne peuvent pas se considérer comme des égaux des Britanniques. Par quelle magie donc on raye cette réalité et on fait croire que le fait de parler la langue anglaise fait de vous des Écossais, des Anglais, et dans une certaine mesure, des Américains. Vous ne citez que ces cas-là. C'est incroyable. Pareil pour la France, pour un pays comme la France. Pour ceux qui parlent le Cameroun, qui parlent le français. Est-ce que le fait de parler français peut nous faire oublier la guerre d'indépendance du Cameroun que nous avons opposée à la France? Est-ce que le fait de parler français peut nous amener à oublier le fait que la France a rasé des villages, des villes? Parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler de l'indépendance du Cameroun, de Senghor. Ce conflit fondamental, n'est-ce pas, n'était pas supérieur à la volonté de nous enfermer dans des cages linguistiques, qui sont des cages qui ont été des camisoles de force que nous avons imposées. Et ces cages-là ont été construites dans le cadre d'une colonisation, dont le projet est connu maintenant de tous. Donc, vous voyez, pardon. Alors, on dit, nous sommes les anglophones, pour justifier une démarche et revendiquer des particularismes. Et dire que, OK, ça nous distingue des francophones. En faisant ça, on déchire toutes les batailles qui ont été menées pour reconnaître l'unité du peuple camerounais. Et qui est une bataille qui est antérieure à l'avènement de la France et de l'Angleterre. Antérieure à l'avènement même de l'Allemagne. Bref, du projet colonial. Avant le projet colonial, les populations qui habitaient dans l'espace du Cameroun avaient déjà commencé à construire le projet de leur unité. Alors, vous voyez, lorsque vous observez ça, vous creusez dans le fond. Parce que moi, je parle d'un cas concret pour entrer dans l'universel, dans l'universalité de la sécession. Vous regardez donc maintenant, quand vous réfléchissez, quand moi et vous, nous avons fait des recherches, qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on a vu? Mais que ce mouvement-là était en réalité un projet de prédateurs internationaux. On y arrive. Qui, dans le cadre de leur prédation, ont identifié sur le continent africain un ensemble de pays qu'il faut démembrer. Parce que ces pays-là sont dans ces pays, il y a des territoires et des zones qui sont fabuleusement riches. Le Sénégal. Or, vous savez très bien que le projet impérialiste, c'est un projet d'abord de contrôle des ressources naturelles. La bataille géopolitique mondiale, c'est la bataille du contrôle des ressources. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous industrialisez, le projet industriel anglais, quand la révolution industrielle a lieu en Angleterre, elle a posé un problème nouveau que les Anglais ne connaissaient pas, la question des matières premières. Il fallait aller les chercher. Comme la question de l'incapacité entre guillemets des Indiens, si on veut s'amuser à reprendre le fameux prêtre Barthélemy de Las Casas, n'est-ce pas, qui estimait qu'il faut avoir beaucoup pigé des Indiens, il fallait chercher une main d'œuvre peu vigoureuse. On a déclenché le processus d'esclavagisation du nègre. Vous comprenez? Vous voyez, c'est-à-dire que il fallait de la main d'œuvre pour aller travailler dans les plantations en Amérique. Pourquoi? Les plantations rapportaient énormément d'argent. Le projet, c'est-à-dire que le projet impérialiste est inséparable de sa base matérielle qui est la volonté de faire de la prédation, de s'approprier des ressources naturelles qui ne vous appartiennent pas. Et la carte géopolitique du monde est comme ça. Elle est dessinée par ça. Sa fondation, c'est de cela qu'il s'agit. Le reste en découle. La maîtrise de la géographie, la maîtrise des mers, etc. On va dire, oui, le commerce, ça fait rien. Moi, le commerce, on sait ce qui s'est passé. Le commerce, c'est quoi? On vend, c'est-à-dire, on commence les marchandises. Il n'y a pas de marchandises sans les ressources naturelles nécessaires qui permettent leur fabrication. Et ces ressources naturelles, je viens de le démontrer, font l'objet d'un projet de prédation de la part des impérialistes. C'est ça l'histoire de l'impérialisme. C'est son histoire. Ce n'est qu'un stade avancé de la colonisation, qui elle-même n'est qu'un stade avancé de l'esclavagisation. Oui. Pour ne pas, c'est-à-dire que pour ne pas aller à l'origine de l'humanité. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc,
Pour dire que, vous voyez très bien que, si on prend le cas des anglophones, il a fallu qu'ils soient pris en charge, n'est-ce pas, par ces réseaux de multinationales qui, justement, longent les richesses de ces coins-là, de cette zone-là. Et des spéculateurs, agissant pour le compte, justement, de ces multinationales, ont créé une entreprise qu'on appelle Kilimanjaro. Kilimanjaro. Quand on a parlé de ça à un moment donné, les gens croyaient que c'est la blague. Kilimanjaro, il y a un américano-pakistanais, n'est-ce pas, qui s'en réclame ouvertement. Et il dit que nous finançons la défense des droits de l'homme dans les régions du Nozo parce que, justement, il y a eu un deal entre nous et les sécessionnistes. En échange, nous allons gérer leurs ressources naturelles. C'est connu. Quand on a parlé de ça au Cameroun, quand nous avons lancé ça au Cameroun, on s'est moqué de nous. Mais, Justin Goss, c'est nos dénonciations qui ont servi de base à la commission interparlementaire camerounaise qui est allée aux États-Unis. Ça a été vérifié. Et les Américains ont été obligés de faire semblant de pourchasser les financeurs des terroristes sécessionnistes. Donc, Kilimanjaro est une façade. Mais derrière, il y a qui? Il y a qui? Des multinationales. Et ces multinationales ont profité d'une faille. Parce que dans le système des Nations Unies, il y a une confusion qu'on a opérée entre le droit à l'autodétermination des peuples et les projets sécessionnistes. Parce que le droit à l'autodétermination des peuples, dans le cadre onusien, c'est un concept qui s'est développé dans le cadre des colonies. C'est dans le cadre de la colonisation que l'autodétermination prenait tout son sens. Oui. Alors, en dehors de là, les textes onusiens sont muets sur les sécessions, sont muets. Alors, donc, les impérialistes, sous Kofi Annan, je vous réponds clairement, hein, sous Kofi Annan, les impérialistes ont donc trouvé une faille et ils ont fait ce qu'on appelle un pacte entre les Nations Unies et les multinationales pour soi-disant assurer la prospérité économique dans le monde. C'est un pacte, Kofi Annan qui a fait ça. C'est-à-dire que c'est du banditisme à un niveau pas possible. C'est-à-dire que c'était pas écrit dans la charte des Nations Unies. Mais les multinationales, manœuvrant, ont entraîné l'ONU à faire ce pacte. Et ce pacte a servi de sous-bassement, entre guillemets, juridique et moral, pour créer l'organisation qu'on appelle United People Organization, qui fait donc semblant de promouvoir le droit à l'autodétermination des peuples. Mais en réalité, qui est derrière? Les multinationales prédatrices. Elles se cachent donc derrière ça, soi-disant promouvoir le droit à l'autodétermination, mais en fait promouvoir les sécessions, qui sont des paravents pour la conquête des ressources naturelles des pays. C'est-à-dire que, il faut voir dans quel cadre. Dans le cadre, lui aussi, d'un autre grand projet, qui voit le jour après la fin de la guerre froide, où les impérialistes, avec leur bras séculier américain, l'État américain, décident de reconfigurer le monde en fonction de leurs seuls intérêts. C'est-à-dire que l'avènement des États-nations et les cadres nationaux qui ont été construits sur la base de la reconnaissance par les Nations Unies de la souveraineté des nations est un problème majeur pour les multinationales qui, en se développant, sont arrivés au stade monopoliste, comme disait Lénine. Ça veut dire que les multinationales sont devenues supérieures aux États en termes de puissance, en termes de capacité, en termes de force de frappe, en termes de puissance financière, en termes de puissance de créativité, en termes des standards d'organisation du travail, en termes d'innovation technologique, etc. Donc, vous avez ce sont des puissances véritables qui ont émergé. Et du coup, une multinationale, c'est-à-dire, écoutez bien le mot, une multinationale, qui sont arrivées à des niveaux d'intégration tels que elles ont même dépassé le cadre multinational pour devenir des transnationales. Je sais pas si vous comprenez. Des transnationales divisent dans le monde en fonction de la rentabilité que les ressources de chaque pays, Justin Goss, peut les garantir. Oui. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une multinationale, par exemple, qui est implantée, qui s'est développée dans le cadre au niveau international et global. Mais Justin Goss, quand elle planifie des investissements, ben, c'est le monde qu'elle regarde. C'est le monde qu'elle regarde. Quand elle regarde le monde, elle dit, OK, dans tel endroit, dans tel endroit, dans tel endroit, quelles sont les ressources qui vont servir de base matérielle, n'est-ce pas, à mes investissements? Autrement dit, les ressources que je dois exploiter pour dégager du gain, je les trouve où?
Et il faut que je les trouve à des prix... défiant toute concurrence. Comme ils disent, à des prix extrêmement compétitifs. Il m'a dit que, en fait, c'est moi qui dois fixer les prix. C'est nous qui fixons le prix de ces matières premières-là. Oui. En fonction non seulement de nos intérêts. Cette entreprise, cette transnationale, elle s'en fout des droits des populations qui habitent là. Elle s'en fout des droits de l'État. Elle s'en fout du territoire, de l'histoire du territoire. Elle s'en fout du patrimoine écosystémique du territoire. Or, ce sont des externalités que les États nationaux ne peuvent pas jouer avec. Est-ce que vous me comprenez? Tous ces États nationaux sont nationaux parce qu'ils rendent compte d'abord à leur population, pas à l'international. Il faut bien comprendre cette affaire. Vous ne comprenez pas le projet qui a derrière les sécessions si vous n'analysez pas à fond l'évolution de l'économie mondiale depuis l'avènement du capitalisme, Justin Gauss, et l'émergence de multinationales qui vont devenir des transnationales dans le cadre de ce qu'on appelle la globalisation. Globalisation signifiant, monsieur, et émergence d'une configuration du monde, d'une organisation du monde qui s'en fout des États. La globalisation, ce sont les multinationales, ce sont les puissances économiques, et il faut clôturer, et les puissances financières. On arrive aux familles que tu connais tant. La puissance financière. Alors je vous dis, vous croyez que quand ces gens-là s'asseyent dans le camp de leurs intérêts, elles considèrent que les nations ont dit, puisque historiquement, leur ennemi a toujours été les nations. Parce qu'un État-nation doit justement avoir la même mise sur ses ressources pour justifier sa... pour pouvoir financer son fonctionnement. C'est la moindre des choses. Et c'est garanti malheureusement par la Charte des Nations Unies. Ils étaient obligés de faire ça. Ils n'avaient pas le choix. Mais en garantissant ça, dans leur projet, et vous n'avez qu'à bien lire les textes de la Charte des Nations Unies et le pouvoir qu'on a donné, et l'émergence du Conseil de sécurité, qui a supplanté l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est pas une affaire au hasard. Et quand vous regardez les forces qui manipulent le Conseil de sécurité, quand vous regardez les forces, par exemple, qui ont prêté le terrain pour construire l'ONU, quand tu regardes les forces qui ont passé le projet onusien, vous comprenez à quoi on a affaire. Ce ne sont pas les États. C'est Rockefeller. Ce sont les Rothschild. Ce sont les puissances financières. Ennemis des nations. Donc, quand vous avez compris ça, c'est la stratégie élémentaire qu'il reste à faire, c'est quoi? Démembrer les nations. Voilà. Et la base de ce démembrement, c'est justement, cibler les zones où il y a les matières premières, en renversant tous les acquis historiques qui ont permis aux États, 1, de revendiquer la souveraineté sur le territoire, 2, sur les ressources, 3, sur la capacité des États à fixer les prix des ressources qui sont sous leur autorité. Vous comprenez donc que c'est une affaire économique, c'est une guerre économique normale, que de tout faire pour affaiblir les États et à partir de là, affaiblir leur capacité à négocier. Sur la question des matières premières, aussi simple que ça. Et anticiper sur leur capacité à remettre en cause les arrangements internationaux qui font que les pays qui produisent des matières premières ne fixent pas les prix de ces matières premières et que les prix sont fixés ailleurs, à Londres et ailleurs, dans des bourses et des cartels où les pays propriétaires n'ont pas accès. Le cas de la Côte d'Ivoire, et par exemple le cas du Ghana, qui les deux seuls constituent la majorité de la production du cacao au niveau mondial. C'est pas de commentaires. Analysez ça. Et vous avez la situation des matières premières dans le monde. À qui ça profite? Aux multinationales. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut toujours anticiper pour garantir ce statu quo à leur avantage. Mais maintenant, il y a plus grave. Maintenant que ces familles-là constatent que la contradiction fondamentale de leur système, à savoir que il y a une concentration extrême de revenus et le dégagement irréversible de masse de millions de pauvres, milliards de pauvres. Même pas le système ne peut pas tenir. Aucun amour monde ne peut tenir un tel système. C'est-à-dire qu'un jour, les pauvres du monde finiront par se réunir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Couper la tête de quelques individus qui concentrent la richesse mondiale. La grande réflexion est comment contrôler cette masse de misérables, conséquence
organique d'un système capitaliste. Et vous avez tous ces grands projets, grands reset, transition écologique, n'est-ce pas, qui sont des prétextes inventés de toutes pièces pour justifier le projet d'essai mondialiste, d'essai globaliste, qui consiste à, comment on dit ça, à profiter des avantages du système capitaliste, mais ne pas en subir les conséquences. Et ces projets sont extrêmement radicaux. On y est. On vous dit économie verte. On dit élimination de l'économie fossile. Mais qui a l'avantage de qui? L'économie fossile les a servis hier. Maintenant, les pays pour qui ce qu'ils appellent l'énergie fossile constitue des avantages seront déclassés dans le cadre d'une économie verte, dont ils ont déjà destiné tout le profil à leur seul avantage. Ben, vous connaissez la suite. Dans ce nouveau monde-là, on peut avoir un humain. On veut des transhumains. On veut des postes humains. Mais vous êtes au cœur de ce que vous appelez projet de sécession. Je viens de l'expliquer. Ce sont ces forces-là qui sont derrière ces projets de sécession. Ce sont ces forces-là qui sont derrière le démembrement des pays africains en particulier. Parce qu'il y a un projet secret qui a été arrêté à l'ONU c'est une autre conférence de Berlin, de repartager le continent en éclatant et faire passer le continent de 54 États, si je pense que c'est ça, 54 États, à, je crois, près de une centaine d'États, hein, à une centaine d'États. Alors, cette réorganisation de l'Afrique, des États africains, mais la motivation, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Les gars se sont assis, ils ont regardé, ils ont dit, rapidement, il faut faire ça. D'ailleurs, un projet comme la ZLECAf, que l'Union africaine vante tant là, mais c'est ça. C'est ça le projet, hein. Parce que c'est quand même bizarre de venir dire qu'on fait un grand marché de libre-échange dans un continent qui ne s'est pas industrialisé. Dans un continent qui n'a pas les moyens d'organiser une concurrence qui soit à son avantage. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que même un pays comme les États-Unis, qui se passe pour le champion de libre-échangisme, il y a du protectionnisme. Quand il est menacé par la compétition, par la concurrence, ils éliminent la concurrence par la réglementation. Mais à vous, on dit pas de réglementation. Comment des pays qui ne sont pas industrialisés vont tenir face à des seigneurs des industries, des seigneurs de guerre économique, même sans la moindre réglementation, qui est le seul moyen par lequel les États peuvent encore protéger l'intérêt de leur population, et des économies embryonnaires qui sont en train de vouloir émerger sur leur territoire. Donc, mon cher Jocelyn Gosse, alors, projet de sécession dans les États, qui se cache derrière et pourquoi? Personne ne va dire après avoir écouté qui ne connaît pas. Alors, les cas, maintenant, on parle des cas comme ça. Vous avez cité le Biafra, on connaît. Commençons par le Biafra. Oui. C'est son Biafra au Nigeria. Qui était derrière? La France, c'est connu, non? Oui. La France était qui? Les majors pétroliers français. Près des millions de morts. Des millions de morts. Avec la complicité des présidents vauriens africains de l'époque. Vous connaissez quelques présidents africains vauriens, sous-préfets de la France de l'époque. Complicité. Jusqu'aujourd'hui, vous avez des entreprises. Jusqu'aujourd'hui, le Niger n'est pas épargné. Il y a les Ogoni. Jusqu'aujourd'hui, même, ils ont leur leader, je crois que c'est monsieur Kanou, qui continue à revendiquer, n'est-ce pas, l'indépendance de la région du Biafra. Un peu le successeur de Djoukou. Oui. C'est lui qui était le leader à l'époque, non? Oui. Le fameux Djoukou, je crois. C'est lui qui était le leader à l'époque. Alors, vous allez, la question de l'enclave de Cabinda en Angola, il n'y a rien derrière. C'est la même chose. La même chose. Le Cabinda en Angola, c'est une vieille histoire. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des particularismes historiques naturels dans des pays. L'impérialiste vient, c'est-à-dire qu'il se saisit de ce particularisme-là. Oui. Il réinvente l'histoire du particularisme. Il exacerbe ce sentiment particulier pour fragmenter l'État national. On flatte les instincts particularistes. Oh, vous êtes un grand peuple. S'il n'y a pas d'histoire, on invente même l'histoire, on vous donne un récit, on le sublime encore. Et on diabolise l'entité nationale comme étant l'ennemi du particularisme. C'est ça, c'est très facile. Il y a tous les grands moyens médiatiques, il y a
la couverture géopolitique mondiale comme à votre service. On médiatise la question. L'ONU s'y mêle. Une grande puissance comme les États-Unis, dans son congrès, les lobbies qui veulent gagner de l'argent dans les matières premières, ils ont toujours, vous savez qu'aux États-Unis, la corruption est légalisée aux États-Unis. Le lobbying, c'est la corruption. Ils sont eux qui placent les membres au Congrès. Chaque membre du Congrès américain dépend d'une multinationale. Pour eux, c'est normal. Ils ont servi d'un lobby économique. C'est très rare que vous voyez un congressiste américain, qu'il soit démocrate ou républicain, ou bien quelqu'un qui est dans la Chambre de représentants, n'appartenant pas à un lot. C'est très rare. Bon, l'Union européenne, c'est grave. Les lobbyistes sont les rois à l'Union européenne. Et ils sont au service des firmes, des entreprises de multinationaux. Ils sont tous en première ligne. Donc, ils votent des lois qui les arrangent. Donc, c'est très facile de venir, par exemple, dans le cas du Cameroun. Nous avons la liste, tu le sais, des 18, par exemple, sénateurs américains, qui sont derrière l'histoire de l'Amazonie. Dans le cadre d'un lobby. Même les Norvégiens, se découvrent ils veulent aussi coloniser. La Norvège veut coloniser. Alors, ils ont leur sécessionniste préféré, il s'appelle Ayabacho. Ayabacho. Ils sont derrière, ils donnent la nationalité. On peut citer comme ça plusieurs exemples. Dans le Cabinda, vous avez vu comment on a démembré le Soudan, comment on a divisé le Soudan, avec l'histoire du Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Et une fois la guerre terminée, où est-ce qu'on voulait négocier le tour du pétrole? À Khartoum. Vous devez faire la guerre pourquoi? La guerre pourquoi? Quand il fallait conclure la paix à Khartoum, dès qu'ils ont eu leur projet, dès qu'ils ont obtenu gain de cause, ils ont maintenant divisé encore le Soudan du Sud en deux. Ils ont commencé à s'affronter, Salva Kiir et l'autre. Ils sont encore entrés en guerre. Et tu sais où on négociait le plan de paix entre les sudistes à Khartoum. Vous voyez, ça fait pleurer, non? C'est ça le projet, c'est ça qu'ils font. Tout ça, c'est minorer les prix des matières premières, capturer les matières premières, s'approprier les matières premières. Le but, c'est que les États n'aient rien à dire sur les matières sur les ressources naturelles, sur les territoires, sur les écosystèmes. On mondialise l'écosystème. On mondialise. Par exemple, un pays comme le Brésil, qui se retrouvait avec le poumon, pratiquement un des poumons écosystémiques du monde, la forêt amazonienne. Vous avez les forêts des grands massifs, les grandes forêts d'Afrique centrale. Alors le projet, c'est qu'on va mondialiser ça. Ce sont des biens mondiaux. Ce sont des biens publics mondiaux. N'importe quoi. N'importe quoi. Et toute une littérature va être déversée sur la place publique pour amener les esprits à adhérer. Comme ça. Donc, vous voyez le cas du Sud-Soudan, par exemple. On peut citer en Afrique comme ça. Vous avez parlé de ce qui s'est passé en Namibie. Mais on connaît qui? Total. Toujours les multinationales. Dès qu'il y a quelque part une ressource naturelle, il y a un groupe terroriste. C'est très clair. Deal entre groupes terroristes et dans l'entreprise multinationale. Pendant qu'on fait la guerre, les terroristes rendent le territoire ingouvernable, on est en train de pomper les ressources naturelles, on les donne un peu. C'est un deal pour amener l'État à venir se mettre à jeu, à céder à vil prix quand on n'arrache pas. Vous pouvez faire 50 ans de guerre, ça ne les dérange pas. Vous pouvez qu'ils plient. En Amérique latine, c'est grave. En Amérique latine, c'est grave. Donc, ouais, donc, voilà le projet qu'il y a derrière. Je terminerai par faire une précision. Il faut que sur le plan juridique et de relations internationales, qu'on soit extrêmement vigilant. Le concept de sécession n'a rien à voir avec le concept d'autodétermination des peuples. Je viens de vous dire dans quel contexte on a parlé de l'autodétermination des peuples. C'est dans le cadre de la colonisation. Oui. Un État colonisé, par un pays colonisé, par un colon, les populations qui y résident, le droit à l'autodétermination s'applique à eux. Vous comprenez ça? S'applique à eux. Lorsque, par exemple, un peuple fait l'objet d'une entreprise de génocidaire, oui. Vous comprenez, de la part d'un État, on peut évoquer le droit à l'autodétermination. Mais on ne peut pas évoquer ce droit, Jocelyn Gosse, quand une multinationale complote derrière les États pour détruire la souveraineté des États et finance, arme les groupes sécessionnels. Ce n'est pas un droit à l'autodétermination. C'est une confusion qui est savamment entretenue
entretenus. Et vous allez voir que dans ce cas-là, les puissances se moquent de nous. Les Américains l'ont convoqué au Kosovo, en Yougoslavie. L'une des guerres les plus injustes de l'histoire de l'humanité. Véritable guerre impérialiste sauvage, sauvagerie américaine. C'est un État parfaitement sauvage, barbare, les États-Unis. Mais lorsque la Russie constate que les russophones qui sont en Ukraine sont menacés, sont pratiquement génocidés, que dit l'Amérique? Elle dit que non, monsieur Poutine, tu es en train d'envahir l'Ukraine. Tu es en train d'envahir l'Ukraine. Mais en Yougoslavie, tu n'es pas en train d'envahir. C'était le droit à l'autodétermination. Donc cette confusion est volontairement entretenue. Vous allez en Espagne, quand avec la question de la Catalogne. Mais quand dit l'Union européenne que l'unité de l'Espagne n'est pas négociable. On a dit ça pour le Soudan. On a dit ça pour le Cameroun. Est-ce qu'on dit ça ailleurs? Quand c'est eux, quand c'est eux qui sont devant. Vous voyez comment on joue? Il revient donc au peuple d'être extrêmement vigilant sur la question et faire preuve de lucidité historique pour ne pas tomber dans le piège. Et on ne va pas également oublier la question corse. Silence total dans le monde. Hein. Ça n'existe pas. Silence total. Les problèmes même de ce qu'ils appellent dom-tom, oui, dans les Antilles et consorts, qui en parlent? Mais pourtant, il y a un drame pas possible. Ce sont nos frères Josselin-Gauss. La France est dans des politiques quasi d'extermination là-bas. Des politiques d'extermination là-bas. Il faut à tout prix blanchir ces populations. Hein? Vous allez, pourquoi on appelle ça, dans tous les Caraïbes là. En Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, Mayotte, tout ça. Mais allez voir ce que les populations subissent là-bas. Si les gens pouvaient savoir ce que la France fait là-bas, vous verrez, les gens se demanderaient, mais est-ce que la France peut parler dans le Conseil? Est-ce que la France a dit dans le Conseil des Nations? Mais il y a un voile qui couvre tout ça. Et on fait tout pour nous déconnecter, pour séparer l'Afrique de sa diaspora naturelle. Il dit naturelle. Et vous dites, c'est pas seulement l'esclavage qui a fait que les fils d'Afrique se retrouvent en dehors du continent. C'est faux. Tout à l'heure, vous avez évoqué un peu ça. Oui. Mais il y a les Africains étant les autochtones du monde entier, vous avez les populations noires africaines partout dans le monde en tant qu'autochtones. En tant qu'autochtones. Nous devons faire attention. Donc, il faut... Vous voyez, ça a beaucoup d'enjeux, ça a beaucoup d'enjeux. Il faut être extrêmement lucide, avoir du sens historique pour ne pas être l'esclave des impérialistes.